parlé de crise sanitaire à l'instant, tout à l'heure. Forcément, les individus, les organisations ont été impactés par cette crise sanitaire. Et donc, il nous a paru intéressant de réunir 3 dirigeants, dirigeantes issus de secteurs d'activité différents pour avoir leur retour d'expérience, leur ressenti et sur leur analyse sur quels enjeux dans les équipes après la crise sanitaire. Parmi les intervenants, je vous présente Aurélia Livet. Elle est actuellement directrice générale France pour Ipsen CHC. CHC, ça veut dire Consumer Health Care. Désolé pour l'accent. Aurélia est diplômée d'une école de commerce. Elle a développé une expertise marketing-vente en grande consommation alimentaire, 10 ans chez Nestlé, en France et à l'international, au service du développement des marques de glace, eau en bouteille, chocolat. Elle a ensuite transféré ses compétences marketing et commerciales de la grande conso vers la pharmacie, notamment chez Sanofi. Et en tant que DG France pour Ipsen, CHC, elle est notamment en charge de la transformation d'un modèle de prescription médicale autour des médecins vers un modèle qu'on appelle OTC, donc sans prescription, tourné vers les pharmaciens et les patients consommateurs. Les marques principales de Ipsen, Smecta, Forlax, Tanakan, peut-être que ça parle à certains. Smecta, ça parle généralement. Voilà. C'est généralisé, Smecta. Sa métaphore à Olivia, l'équipe, c'est pour elle un collectif qui se mobilise, qui s'entraide, qui se challenge, pour exploiter le meilleur de chacun. Je vous présente maintenant Nicolas Cotel. Nicolas est actuellement directeur général des ressources humaines chez FedEx. Il a un peu plus de 20 ans d'expérience en ressources humaines avec une exposition au niveau mondial et comme objectifs principaux d'aider les entreprises à établir des équipes de taille solides et diversifiées et à renforcer les capacités des ressources humaines. Avant de travailler chez FedEx, Nicolas était directeur des ressources humaines au Paris Saint-Germain Football Club, où il était chargé de l'organisation, de concevoir et d'exécuter une stratégie RH orientée vers une marque employeur forte, une expérience employée exceptionnelle et une culture de haute performance. Tu vas regarder le match ce soir ? Peut-être, ok. Clair, concis, une équipe pour Nicolas, c'est le début de l'intelligence collective. Voilà sa prise de parole par rapport à ce sujet, et il va aller encore plus loin. Et je vous présente également Loïc Amis. Loïc Amis est le PDG du groupe SVP, groupe de conseil opérationnel et d'aide à la décision des dirigeants et des fonctions RH, qu'il a rejoint en décembre 2020, au cœur de la crise sanitaire. C'était plus drôle comme ça. C'était plus drôle comme ça. Diplômé de l'ESSEC, Loïc a commencé sa carrière dans le marketing, la stratégie et exerce depuis une dizaine d'années des fonctions de direction générale en France et au Canada, dans le secteur de l'expertise et de l'information. Il m'a confié qu'une équipe, c'est pour lui comme un groupe de rock. C'est-à-dire un ensemble de gens très différents, avec chacun leurs expertises, leurs forces et leurs fragilités, unis autour d'un projet et qui ensemble peuvent créer quelque chose de beaucoup plus grand que la somme de leur individualité, en s'appuyant sur leurs points communs et en utilisant leurs forces et leurs différences pour se compléter et s'enrichir. Une équipe, en fait, c'est comme les Beatles. Et donc, qui es-tu dans les Beatles ? Moi, je suis George Martin, le producteur. George Martin, le producteur. Contre-pied. On va commencer. Quelques questions pour vous. Et on va faire le même jeu tout à l'heure. Une demi-heure de questions-réponses là. Et puis après, il y aura des questions-réponses avec l'audience. Et la première question que j'ai envie de vous poser, simple, c'est comment vos équipes ont vécu la crise sanitaire. Qui commence ? Le micro. Bon, alors je vais essayer de ne pas vous endormir, puisque FedEx, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ceux qui font voler des petits avions et qui vous distribuent des petits colis chez vous. Donc forcément, on a eu une situation un peu paradoxale, puisqu'on a eu une recrudescence de l'activité pendant que tout le monde rentrait chez soi, puisque tout le monde a décidé d'acheter sur Internet et chez Amazon, pour ne pas le nommer, principalement tout ce dont il avait besoin, et surtout quand le gouvernement a eu la bonne idée de différencier ce qui avait d'essentiel et pas d'essentiel pour les gens. Donc ils ont surtout acheté ce qui n'était pas essentiel d'après le gouvernement, et donc on a eu un surcroît d'activité. Donc une situation assez paradoxale où on a
quand même envoyer 3000 personnes à la maison, surtout des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler à la maison. Et en même temps, on disait à des gens, vous allez continuer à travailler comme si de rien n'était, avec une situation qui était quand même un peu anxiogène. Et surtout anxiogène pour deux raisons. C'est qu'il y avait un matraquage médiatique sur quelque chose que personne ne connaissait, mais tout le monde avait son avis. Et puis, surtout des changements de cap assez importants et à peu près instantanés. Donc, il a fallu apporter, je dirais, dans un premier temps, un soutien matériel, aussi simple que assurer que les gens aient un accès à la communication, à un téléphone, un ordinateur, pour pouvoir exercer leur activité. Et puis assurer un soutien aussi matériel pour les gens qui continuent à travailler, avec dévaliser les supermarchés pour trouver des lingettes, des choses comme ça, parce qu'à l'époque, on tâtonnait, surtout au début de la pandémie. Et puis naturellement, un soutien, j'ai envie de dire, un peu plus soft skill, psychologique, on va oser dire psychologique, parce que au tout début, c'était un peu à tâtons, donc soutien psychologique. On a surtout fait pragmatique. On avait des managers qui avaient l'habitude de, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre le café avec l'ensemble de leur équipe, et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés devant l'ordinateur avec des gens plus ou moins clairs suivant la connexion, qui comprenaient la moitié de ce qu'ils disaient. Enfin bref, ce qu'on appelait une situation en virtuel. D'autres managers qui hésitaient entre le virtuel parce qu'ils avaient aussi des équipes en présentiel. Donc on a essayé d'accompagner ces gens, parce que vous imaginez bien ce que ça a pu engendrer comme comportement. On a fait du pragmatique, c'est-à-dire qu'on a renforcé ce qu'on avait déjà. On avait énormément de ce qu'on appelle d'accompagnement, même de sociétés extérieures qui accompagnent psychologiquement avec ce qu'on appelle les alert lines, les hotlines, etc., qui sont très orientés pour la crise, la détresse immédiate du salarié. Bon, là, on l'a étendu pour, je vais dire, une situation presque quotidienne, même si c'était quand même une situation de crise. Ce qu'on avait en soutien psychologique, on l'a aussi étendu en soutien social, parce qu'on avait des gens qui se retrouvaient dans des situations où ils avaient des logements qui n'étaient pas adaptés pour télétravailler, mais aussi avoir leurs enfants, et en plus une situation complètement nouvelle. Donc voilà, on a fait ces deux grandes choses-là à base de pragmatisme, et je pense que j'y reviendrai un peu sur la suite. Je vais laisser mes collègues vous partager un peu leur expérience aussi. Alors, on ne s'est pas coordonné avec Nicolas, mais nous aussi, on a eu des challenges externes et internes en même temps, parce que donc nous, on distribue, on fabrique et on commercialise des médicaments. Donc certes, on ne sauve pas des vies au sens où on n'est pas dans le cancer, les vaccins, on n'y est pas non plus, mais on a besoin d'apporter ces médicaments au quotidien aux patients, aux consommateurs, et notre circuit de distribution, c'est la pharmacie. Vous imaginez le bazar. Mars 2020. Alors déjà, il y a eu une ruée. Alors vous avez une ruée sur Amazon. Nous, il y a eu une ruée dans les pharmacies en 3 jours. Elles ont été dévalisées parce que les gens faisaient des stocks de Doliprane, de Smecta, comme si le Covid donnait effectivement des problèmes digestifs. Et on a eu aussi cette dichotomie avec des gens du terrain, donc des commerciaux, à qui on disait d'aller dans les pharmacies pour continuer à être présent auprès de nos clients, parce qu'on voulait dans ces moments-là montrer qu'on était solidaires et à leur côté. Et en même temps, des gens du siège à qui on disait restez chez vous parce que c'est très dangereux dehors. Et pareil, il a fallu courir après les masques, les gels, les lingettes, mettre en place tout un protocole sanitaire. On a eu bien sûr, je sais pas combien de CSE pour rassurer les équipes, pour dire que non, c'était pas dangereux d'aller en pharmacie. Mais c'est vrai qu'il y avait cette double réalité où on avait l'impression que certains étaient envoyés au front, alors que d'autres étaient en les fameuses premières lignes, deuxième ligne et troisième ligne. On l'a vécu. Ensuite, comme disait Nicolas, on a eu besoin de choses immédiates. Certains n'avaient pas de chaise de bureau, on a plutôt des ordis, mais on n'avait pas forcément les bonnes conditions pour travailler chez soi. Et là, ça a été très variable. Certains ont tout de suite réussi à s'acclimater à ce système digital et de confinement, et d'autres, ça a été beaucoup plus dur. Et je pense que ce qui était la variable aussi, c'était la situation personnelle. C'est pas exactement la même chose, effectivement, d'être à Paris dans un petit appart seul, ou dans une maison de campagne pour ceux qui avaient la chance de pouvoir partir s'aérer avec ou sans enfants. Donc tout ça, ça a été effectivement des choses que les managers ont dû prendre en compte. Après, on avait quand même une transformation existante en interne qui faisait qu'on était déjà quand même dans un mode de remise en question assez fort, parce qu'on avait on avait une feuille de route qui était basée sur la transformation. Donc j'ai envie de dire, les équipes du siège étaient déjà bien préparées à ça.
Pour le terrain, ça a été compliqué. Et le plus gros des forces de l'entreprise sont sur le terrain. Donc c'était des gens qui étaient sans doute moins ouverts au changement. Effectivement, ils savaient même pas ouvrir un Teams la première fois. Voilà, on partait de loin. Et en même temps, la crise a obligé ces gens-là à se transformer et à s'adapter vite, parce qu'il n'y avait pas le choix. Et je pense que si on avait voulu le faire dans la vraie vie, on aurait peut-être mis des mois. Finalement, on a mis quelques semaines pour y arriver. Donc, ouais. Et en fait, quand on disait comment ils ont passé la crise, j'ai envie de dire, on n'est pas complètement sortis. Aujourd'hui, on a d'autres challenges. Je pense que comme dans beaucoup d'entreprises, on a le problème du fameux hybride. Certains sont là, d'autres sont pas là. Il y a certains collaborateurs qui viennent au bureau, mais qui se rendent compte qu'ils sont la journée sur leur Teams, parce que finalement, la majorité des collaborateurs étant à distance, ils comprennent pas pourquoi ils sont venus, si c'est finalement pour être dans la même réalité. On essaye de mettre en place aussi des plannings pour que les gens sachent qui va être là, à quelle date, et que les gens aient cette convivialité qu'ils recherchent, parce que vraiment ça manque. Mais on n'est pas complètement, voilà, on peut dire que ce qu'on appelle le new normal, on n'y est pas encore, et je sais pas exactement si on y sera en 2022. Mais s'il arrivera un jour. On y travaille. Alors, de mon côté, ça va être un peu des redites, donc je vais faire court. On a évidemment eu aussi les problématiques logistiques, les mêmes, l'équipement informatique qui chez nous était assez cataclysmique, donc il a fallu équiper tout le monde en 4e vitesse. Les mêmes problématiques de maîtrise des outils digitaux avec des gens qui étaient absolument pas habitués, donc des choses très concrètes, très quotidiennes. On a 2 types d'activités. On a des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans le coaching des organisations, dans l'accompagnement, dans l'ergonomie, etc. Donc tous ces gens-là, ça a été un arrêt assez brutal de leur activité. Donc on a eu des situations de gens qui étaient totalement isolés chez eux, plus de contact, et c'est quand même un peu leur vie. Donc il y a eu des situations humaines un peu compliquées là-dessus. Et l'autre pan de l'activité sont des gens qui sont les consultants à distance, qui prennent les questions de nos clients au téléphone. Alors pour eux, ça a été un petit peu comme pour vous deux. Il y a eu un surcroît d'activité absolument délirant, parce qu'évidemment, tous nos clients avaient des questions à n'en plus finir sur le télétravail, sur la gestion de la crise, les aspects réglementaires, etc., les processus d'accompagnement, les aides publiques. Donc ça a été un espèce de tombereau avec des gens qui ont dû prendre tout ça de chez eux, à distance, dans un environnement qui finalement est pas si différent de ce qu'ils font au quotidien, parce que l'essentiel de leur journée, c'est bien d'être en contact avec le client et de répondre. Le fait de le faire chez soi, sans avoir le cocon rassurant de ses collègues, sans avoir le collègue qui passe à qui on peut dire « Comment on fait ça, s'il te plaît, aide-moi, j'ai un truc », ça a été extrêmement perturbant. Donc il y a eu un vrai moment très difficile au début. Après, il y a eu une vraie phase de... En fait, c'est super le télétravail, parce qu'en fait, ils se sont habitués à ça. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça changeait pas l'essence de leur métier. On a vraiment une chance, ils sont très, très attachés au service du client, et vraiment, il y a une espèce de passion là-dessus. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient continuer à servir leurs clients dans d'encore meilleures conditions, parce qu'ils perdaient pas les temps de transport, ils pouvaient être plus tôt le matin, plus tard le soir. Donc, ça a été super. Et là, depuis 2-3 mois, on est dans la phase de reflux, où ils commencent à dire c'est super, mais je commence à me sentir un peu déconnecté du reste de l'entreprise, je perds un peu le sens, je perds le contact, je me sens isolé. Alors il y a les problématiques de j'ai un petit appartement avec 2 enfants en bas âge, et donc c'est l'enfer vert, etc. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un côté sentiment d'isolement où ils disent mais finalement moi j'ai pas signé pour être freelancer. Moi je fais partie d'une entreprise, je suis membre d'une équipe, et là je la sens plus l'équipe. Donc ça a été un enjeu, ça qui vraiment chez nous est très important pour les managers qui ont vécu cette période. Ça fait 2 ans que nos managers sont quand même en grande difficulté, si on se dit les choses simplement. Parce que d'abord le management à distance, ça prend. Et personne n'était formé pour ça parce qu'il y avait très très peu de télétravail. Donc on a fait un bon quantique sur l'adoption du télétravail, ce qui est top. Mais il faut que les capacités managériales suivent. Et pour l'instant, elles n'y sont pas encore complètement. Et puis, il y a surtout une remise en question de leur rôle de manager. C'est-à-dire, au-delà de la technicité d'apprendre à manager à distance, de savoir fédérer une équipe, de savoir maintenir une atmosphère, une ambiance. Donc, on a fait, nous aussi, les cafés Teams. Enfin, nous, c'est les cafés Meet parce qu'on est sur Google, mais peu importe. On a fait tout ça. Mais il y a quand même un sentiment que, d'accord, mais bon, c'est quand même pas la même chose. Et puis, il y a une vraie remise en question du rôle de manager qui se dit, mais en fait, finalement, moi, je sers à quoi? Parce qu'en fait, ils sont tous chacun chez eux. Ils sont très autonomes, ils bossent bien, ils font leur truc. Donc moi, mon rôle, c'est quoi? Donc là, on est vraiment dans un travail avec nos managers pour les amener à repenser l'essence de leur rôle, à repenser la relation avec leurs équipes. Et c'est pas un petit challenge. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est ce à quoi on va s'occuper, je pense, dans les prochains mois. Ok. Donc, pareil au plus pressé, évidemment. Et puis après, il y a la considération aussi au niveau de l'équipe. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour prendre soin de vos équipes une fois que le matériel est là, une fois que les priorités sont un peu mieux positionnées au niveau de l'équipe? Vous avez commencé déjà à nous donner quelques pistes. Alors
Alors on va repartir dans l'autre sens. T'enchaînes. Donc nous, on a fait plusieurs choses. La première chose qu'on a mis en place, c'est une cellule d'écoute psychologique. On a la chance d'avoir des psychologues du travail au sein du groupe, donc d'avoir des gens qui sont vraiment très compétents en la matière. Donc on a mis en place une hotline interne qu'on assurait nous-mêmes dans des conditions d'anonymité qui ont parfois été un peu compliquées, parce qu'évidemment, c'est une chose d'appeler un numéro externe quand on sait que c'est des collègues du groupe, même si c'est des psychologues du travail qui ont une éthique. Il y a certains que ça a inquiété, mais ça a pris un peu de temps et ça a plutôt bien marché. On a eu une utilisation assez importante de cette hotline, ce qui a plutôt été très favorable. Deuxième chose, c'est pour les managers. On a mis en place une réunion mensuelle dédiée aux problématiques de management à distance. On ne parlait de rien d'autre, on ne faisait pas de point business, on ne disait pas on était sur les chiffres, on disait juste alors ça se passe comment en ce moment pour vous ? Sur quoi vous achoppez, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est difficile. Et en fait, on les laissait parler entre eux au bout d'un moment, parce que moi, je prétends pas, ni mon équipe, avoir la vérité révélée. Donc, c'était échangeons, essayons de voir ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'était un point très important. Le troisième point, c'est la mise en place d'un réseau social interne pour permettre à la fois de passer de l'information, parce qu'il y avait évidemment beaucoup d'inquiétudes sur comment se porte le groupe. Est-ce que on va survivre à cette crise ? Comment ça se passe sur un plan activité, sur un plan financier ? Donc, rassurer, montrer où on en est sur l'activité, montrer les chiffres. Passer beaucoup d'informations sur la vie du groupe pour essayer de garder un peu cette cohésion et cette espèce d'identité d'équipe. Et surtout, et c'est là-dessus qu'il y a eu un usage absolument incroyable de ce réseau social, ils ont tous créé leur groupe entre eux. Des groupes professionnels dédiés à l'échange des bonnes pratiques. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire autour de la machine à café, ils ont essayé de le faire virtuellement sur ce réseau social. Ce qui a été super efficace et qu'on va maintenir dans le futur, ça devient vraiment un outil de gestion et de partage de la connaissance en fait qui va, je pense, se maintenir au-delà de la crise. Et le dernier point, c'est moi j'ai fait un Zoom mensuel, donc je faisais une petite vidéo de 5 à 10 minutes, plutôt 5 que 10 pour espérer que les gens la regardent en entier. Parce que 10 minutes c'est quand même chiant, et donc pour simplement leur parler, leur dire, être incarné aussi un peu le groupe, la direction, avec des invités qui venaient parler d'un sujet, etc., pour juste leur parler de les projets sur lesquels on travaille, l'activité du groupe, etc., pour que ce soit pas juste des mails ou des posts un peu froids, mais qui est aussi un peu une forme d'incarnation, qui est quelque chose que je pense je vais continuer aussi dans le futur, parce que ça permet aussi de garder un vrai contact avec les équipes, et puis d'avoir après un débat, parce qu'on poste cette vidéo sur le réseau social, donc les gens peuvent en commentaire poser des questions, réagir, etc. Donc en fait, ça devient vraiment une espèce de débat permanent avec toutes les équipes qui est hyper sympa. Le nom du réseau social que tu as installé, toi, dans l'entreprise ? C'est Workplace, qui est le Workplace truc de Facebook. Ok. Aurélia ? Alors nous, on a créé une radio qui s'appelait Ipsen Ensemble. Alors c'est pas que pour mon entité, c'était pour la France. C'est parti vraiment, ça a été un projet qui a été fait en une semaine, tout le monde a donné son OK, le réglementaire, le juridique, je pense que pareil, ça aurait été un projet qui aurait pris des mois si on n'avait pas été en plein Covid. Et cette radio, elle était co-animée, donc il y avait bien sûr une agence et des gens qui étaient dédiés à ça, mais elle était aussi co-animée par certains collaborateurs, donc certains partageaient une passion, des bons plans, de voyage, de sortie, parce que je pense qu'on avait besoin de s'évader, même que virtuellement. Et on en profitait aussi pour avoir des lives avec certains managers ou certains dirigeants qui venaient. Alors au début, c'était plutôt les hauts dirigeants parce qu'il fallait un peu lancer la machine. Après, il y avait vraiment beaucoup trop de monde qui voulait intervenir. Il y avait un planning, etc. Et en fait, il y avait 2 ou 3 interventions dans la journée et entre-temps, c'était que de la musique. Hein. Mais comme les gens étaient toute la journée en digital, en fait, ils avaient aussi besoin de moments un peu de divertissement, etc. Donc c'était un peu le principe du réseau social, mais version radio. Et en fait, cette radio, elle était censée fonctionner que pendant le confinement, le premier. Au final, elle a perduré jusqu'à Noël 2020. Donc on l'a encore fait fonctionner sur le 2e confinement, qui pour certains était plus dur parce qu'ils n'ont pas forcément quitté Paris. C'était l'hiver, on était en novembre et décembre. Donc voilà, elle a duré finalement plus longtemps qu'imaginé. Et en ce moment, on se pose la question éventuellement de la remettre en place sur une forme peut-être plus long terme, etc. Mais ça, c'était une belle initiative. Et après, pareil, on avait déjà des choses en place qu'on a plutôt renforcées. On avait l'habitude de célébrer les petites victoires, parce qu'en fait, indépendamment du contexte externe, on avait un contexte interne assez lourd. On avait des gros changements dans notre environnement de concurrence, etc. Donc on était déjà dans un environnement assez pesant. Et on s'était dit, on n'attend pas les grosses victoires pour faire quelque chose. Donc on célébrait tous les mois les petites victoires. Et ça a été super important pour l'équipe de continuer. Alors on l'a célébré virtuellement, c'était pas effectivement pareil. Et dès qu'on a pu, et pour le coup je me suis battue, c'est-à-dire juillet 2020, dès qu'on a pu réunir les gens, même sous forme avec tous les gestes barrières, avec plein de contraintes, on l'a fait. Et ça a été un moment très important, parce que quand on a fait, sous les conseils d'un coach, on a fait la rétrospective de l'année 2020 ou 2021. Et en fait, ce que les gens ont retenu, c'est enfin on a pu se revoir.
On a pu, même si c'était pas dans les conditions d'avant le Covid, on a pu refaire des événements d'équipe. Et ça, voilà, ça a permis aussi de relancer la dynamique, la convivialité et de retrouver un peu la vie d'avant. Donc, voilà, je pense pas d'idées complètement faux folles, mais des choses qui étaient déjà en place qu'on a essayé de maintenir malgré les conditions qui étaient un peu dégradées. Okay. Rétrospective ligne du temps, c'est ça? Ok. Et avant que tu reprennes la parole, quelle émission tu as animé toi sur la radio? Moi, je faisais des prises de parole, un peu comme on vient de le dire, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on essayait de partager un peu l'actu, la vision. Je pense que les gens étaient très court-termistes à ce moment-là. Même nous, hein, enfin, on l'a dit, on subissait les annonces gouvernementales et l'entreprise n'arrêtait pas de s'adapter en disant ça on peut plus faire, ça on fait, ça on peut refaire. Donc on était obligé de garder un peu le rythme, mais en même temps on était aussi, on voulait les mobiliser sur le moyen long terme, parce qu'on avait tous la tête dans le guidon et donc c'était important, je pense qu'on puisse prendre la parole en disant voilà ce qui arrive dans 3 mois, voilà ce qui arrive dans 6 mois, pour garder le cap. Parce que je l'ai pas dit, mais je pense qu'on en parlera après. Mais ce qui a été hyper important, c'était aussi de continuer à avoir une vision. Quand ça se coud de partout et qu'on ne sait plus trop où on habite. Voilà, je pense qu'en tant que dirigeant, on a besoin d'être ceux qui incarnent aussi où l'entreprise doit aller et continue d'aller. Et donc ces prises de parole-là, elles permettaient de redonner le sens dans un moment où les gens voilà, avaient tous peut-être étaient tous sur quelque chose de très court terme et voyaient pas forcément où est-ce qu'on allait arriver à moyen ou long terme. Nicolas, te concernant. Alors pour nous, on avait 2 challenges. On avait un premier challenge, c'est qu'on a une population hétérogène, comme j'ai déjà dit, une population qui était chez elle et une population qui travaillait. Et le deuxième challenge, c'était le côté géographique. Juste pour la France, on a 10 000 personnes qui travaillent et pour vous donner un ordre d'idée, on a des stations où on peut y avoir 10 personnes, comme il y en a qui peuvent avoir 200 personnes ou 3 000 personnes si on prend le hub de CDG. Donc on ne peut pas s'adresser de la même façon à ces gens-là. On a catégorisé, je pense que la radio c'était une bonne idée, on l'a pas eu, mais ce qu'on a fait, je dirais pour notre population derrière leurs ordinateurs, chez eux, etc. On a fait énormément de webinars, mais aussi ce qu'on appelle des newsletters de façon intensive, essentiellement axés sur des sujets comme le bien-être, comment justement retrouver une certaine sérénité derrière son ordinateur tout seul, notamment sur tout ce qui est interprétation des communications. Quand on reçoit un email, qu'on est tout seul, ou qu'il y a les gamins qui crient derrière, ou que on a loupé l'heure pour aller faire les courses, etc. On n'a pas les mêmes sensibilités que quand on était avec encore son collègue au café. Donc ça, on a énormément travaillé cette communication là-dessus, assez directe. On a été assez efficace. Et de l'autre côté, le vrai challenge dont on avait besoin, c'est qu'on a une grosse population qui sont des manutentionnaires, donc avec une éducation assez limitée. Je dis ça pas péjorativement, donc qui étaient très sensibles à la pression médiatique. Et donc le problème majeur auquel on risquait de faire face, c'était l'absentéisme. Et donc nous, c'est une industrie de bras, et s'il nous manque des bras, on peut pas délivrer correctement. Donc on avait ce challenge-là et on avait de la chance en même temps. On avait de la chance d'avoir cette activité très forte dont je vous ai parlé, mais surtout, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on était les héros de la première ligne. On a joué énormément sur le sens. On leur a dit, les masques, pour délivrer les masques en France, c'est nous. Pour livrer les produits de première nécessité, énormément venaient des pays asiatiques. C'est nous, c'est nos avions, c'est nos réseaux de distribution pour alimenter les pharmacies, les supermarchés, etc. Et puis, il y a eu le point d'orgue avec le vaccin. Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers vaccins devaient être transportés dans des conditions assez extraordinaires, avec des moins 70 degrés, donc personne n'était capable, même pas l'armée, entre guillemets, et FedEx était capable. Donc ça a donné un élan, mais fabuleux, parce que ça allait bien dans le prolongement de tout ce qu'on avait accès. On avait naturellement équipé en matériel, de par nature de notre activité, les gens sont très équipés en matériel réfléchissant, équipement de sécurité, donc on les avait adaptés. Nous sommes des héros, etc. par rapport aux activités. Et là, quand on a eu le vaccin, ça a eu un effet, ça a transcendé. Bon, c'est déjà dans l'ADN de l'entreprise où les gens, si je caricature, vont se mobiliser pour que le colis arrive en temps et en heure, dans n'importe quelles conditions. C'est dans l'ADN. Donc là-dessus, on a vraiment eu cette chance de pouvoir jouer et donner du sens aux gens et éviter qu'ils ne pensent d'abord à trouver n'importe quelle excuse pour pas venir au boulot. Et ça, c'était vraiment le clé, le point d'orgue, je dirais, de nos activités de mobilisation. Ok. On a fait le pendant, situation d'urgence, ce qui s'est un petit peu plus pérennisé. Ça m'intéresse de savoir
en termes d'évolution, de transformation, à votre avis, qu'est-ce que les équipes vont lâcher, qu'est-ce qu'elles vont garder, comment ça va se passer dans les semaines, dans les mois à venir, post-crise sanitaire? Il y a deux grands changements que j'ai déjà pu constater. Ça reprend un peu les deux axes qu'on a présentés. C'est par rapport au télétravail. Effectivement, il y a eu ces phénomènes pour l'entreprise et pour ses employés par rapport au télétravail. Il y a eu une courbe d'apprentissage, classique, ou une courbe de gestion du changement, où peut-être un peu à l'inverse, parce qu'au début, oui, il y a eu ça a été imposé, ils n'ont pas eu le choix, puis après ils ont goûté, ça a été pas mal, puis après ils ont vu les effets pervers. Effet pervers du télétravail, c'est le premier évident, c'est entre guillemets, il n'y a pas cette connexion physique avec les équipes, mais c'est surtout que c'est moi en tant que DRH, je suis bien placé pour se voir, mais c'est l'outil parfait pour maximiser la productivité de chacun. Il n'y a plus de pause. Si vous ne forcez pas à aller à la machine à café dans votre cuisine, qui est peut-être 2 pièces plus loin, ou même à côté, vous enchaînez les réunions sans faire ne serait-ce que 5 minutes pour traverser le couloir d'une salle de réunion à une autre, et vous commencez de plus en plus tôt et vous finissez de plus en plus tard. Donc, je dirais que ça a quand même suscité de grosses attentes, parce que FedEx fait partie de ces entreprises, je dirais pas la nature de son activité, qui n'était pas très enclin à développer le télétravail avant la pandémie. Bon, là, le premier constat, c'est que ça a marché, ça a même marché très bien, puisqu'on a fait des records de résultats avec le télétravail. Donc, il était difficile de dire aux gens, maintenant, vous rentrez travailler et puis on fait comme si de rien n'était. Au-delà de ça, on a pris conscience que même si le télétravail pouvait être vu comme un avantage en termes de conditions de travail, il y a des limites. Il y a aussi une demande de travailler autrement, en hybride, comme on dit, c'est-à-dire à la fois mixer des périodes, on va dire, en entreprise et puis des périodes à la maison. Ça va demander aussi, on est en train on a un gros projet qui s'appelle Return to Work. Alors, j'aime pas du tout le titre, parce que on a l'impression qu'on retourne travailler, comme si on avait arrêté de travailler. Bon. Return to Work, donc pour revoir un peu justement ces méthodes de travail, ces optimisations d'espace aussi de travail. Il y a des gens qui ont pas envie de retrouver alors il y a différentes personnalités, il y en a qui veulent plus retourner en open space, il y en a qui veulent plus retourner dans leur bureau individuel, il y en a qui veulent plus retourner au bureau du tout, il y en a qui veulent revenir au bureau absolument. C'est simple, si vous avez 20 mètres carrés dans Paris, ou si vous avez une résidence secondaire en Bretagne, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions de faire du télétravail. Donc là aussi, si vous avez 6 enfants en bas âge à la maison, ou si tous les grands sont partis à l'université, vous avez une appétence. C'est pas qu'une question de moyens. Il y a les moyens matériels, on va dire. Il y a une notion d'opportunité qui est très importante. Et puis, on a une relation pour ceux qui sont restés sur leur outil de travail. Il y a quand même une grosse remise en question sur le sens au travail, l'intérêt là par rapport à ce que je fais, par rapport à mon équipe. Et le troisième point sur lequel on est en train de travailler, c'est qu'on a un phénomène comme les gens se retrouvent entre guillemets progressivement, il y a un phénomène de regroupement par département. C'est-à-dire, si je caricature, la compta est avec la compta, la RH est avec la RH, les opérations sont avec les opérations, le développement, alors nous on appelle ça PNI, j'ai plus le nom, mais tout ce qui est ingénierie, etc., se retrouve entre eux. Ça devient très siloté. Et il va falloir que ces gens se reconnectent et se reparlent. Et c'est siloté très très fort. Ils sont en train de... Alors c'est génial en termes d'équipe au sein des départements, mais ça va être un vrai challenge de les faire recommuniquer interdépartements.